Avec la nouvelle stratégie de l'administration Trump, je ne sais pas si on peut appeler ça une stratégie, la nouvelle initiative de l'administration Trump concernant l'Iran, ils essaient en gros de mettre l'Iran en faillite. Ils envisagent ce blocus en exerçant une pression économique énorme. Et Scott Bessent a déclaré, il y a seulement 2 jours, qu'ils allaient exercer une pression comme personne n'en avait jamais connu auparavant. Voici ce qu'il a dit. Madavisu Steph, comment vous comprenez? Quel est le prochain plan? À quoi pense-t-il? What's it dit? De la pression maximale à la pression économique. Et sur ordre du président, nous avons encore relevé le niveau. Restez attentifs aux prochaines annonces la semaine prochaine, parce que nous allons appliquer des mesures comme on n'en a jamais vu dans l'histoire de l'isolement économique d'un pays. Oui? Que pensez-vous de l'isolement économique? À ma connaissance, il n'y a plus rien dont l'Iran puisse être isolé. Ils sont littéralement totalement isolés, à 100%. Selon vous, qu'est-ce qu'ils prévoient de faire? Eh bien, d'abord, Nima, je ne sais pas ce qu'ils prévoient de faire, parce que je ne suis pas dans leur secret. Mais si vous observez l'évolution de ces choses au fil du temps, vous pouvez reconstituer le tableau. Et en substance, il s'agit d'une utilisation accrue du système financier américain, fondé sur le dollar, comme arme. Et ils l'ont utilisé comme arme, comme vous l'indiquez, contre l'Iran, au maximum. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont l'intention de faire. Imposer de nouvelles mesures, peut-être des formes de sanctions secondaires, d'une manière ou d'une autre. Mais le fait est que c'est une politique désastreuse pour les États-Unis, parce qu'elle entraîne un retour de bâton négatif, des conséquences imprévues. Quand vous utilisez le dollar comme une arme, vous vous faites évidemment des ennemis parmi ceux qui se trouvent de l'autre côté de cette stratégie et qui en subissent les coûts. Mais vous incitez d'autres partis à essayer de trouver un système alternatif pour s'éloigner du dollar américain. Et c'est contraire à ce que Bessent essaye de faire. Lui, il cherche à faire utiliser davantage le dollar américain. Ils font la promotion de choses comme les stablecoins adossés au dollar. Dans ce système, le stablecoin émet un jeton et ce jeton est garanti, du moins en théorie, par un pourcentage très élevé d'obligations d'État libellées en dollars américains. Cela veut dire que l'entreprise qui émet les jetons, l'entreprise de stablecoin, doit s'adresser au Trésor américain, ou plutôt passer par les intermédiaires, pour acheter des obligations américaines. Et c'est ce que Bessent veut. Pourquoi? Il veut maintenir une forte demande pour les obligations du Trésor américain. Oui, on dirait qu'on a perdu Steve. Vous m'entendez, Steve? Bon là, oui, on l'a perdu. Il va revenir. Et au fond, ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui, c'est l'économie. Parce que la question en ce moment, c'est que peuvent-ils faire d'autre pour faire pression sur le gouvernement iranien? Le gouvernement iranien a dit, et l'a répété ces 4 derniers jours, qu'il était prêt. Oui, vous êtes de retour. Oui, d'accord. Donc tout est indexé sur ces obligations d'État, celle à 10 ans étant la principale, et le taux d'intérêt est déjà à il est autour de 4,7%, alors que la ligne rouge de Bessent est d'environ 4,5%. Donc il a déjà dépassé la ligne rouge. C'est trop élevé. Maintenant, quelles en sont les conséquences? Premièrement, cela signifie que les taux des crédits immobiliers sont élevés aux États-Unis. Ils sont plus élevés qu'ils ne l'ont été depuis le début de la grande crise financière en 2008. Et le marché immobilier américain est au plus mal. C'est un vrai problème. Il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs en ce moment.
L'écart entre vendeurs et acheteurs a atteint un niveau élevé, beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs, et c'est à cause de ces taux de crédit immobilier élevés. L'autre problème, ce sont les finances publiques, parce que pour refinancer la dette de l'État et financer les déficits que nous avons actuellement, et nous avons ces déficits en partie parce que nous sommes en guerre avec l'Iran, ce qui coûte beaucoup d'argent. Cela augmente donc le déficit. Eh bien, il faut bien financer ça d'une manière ou d'une autre. On émet des bons du Trésor pour y parvenir. Et si le taux d'intérêt est élevé, évidemment, ça coûte plus cher. Et c'est important parce que 35% de l'ensemble des impôts sur le revenu des particuliers perçus aux États-Unis, 35% de ces impôts servent uniquement au service de la dette, uniquement à payer les intérêts. Donc, je pense que Bessant est tout simplement à côté de la plaque, d'un point de vue technique. Par principe, d'ailleurs, je suis totalement opposé aux sanctions, aux droits de douane, aux quotas, à tout ce genre de choses, à toute mesure qui entrave la liberté du commerce. J'y suis opposé par principe. Et sur le plan pratique, je peux avancer des arguments comme ceux que je viens de vous présenter pour dire que c'est tout simplement une mauvaise politique. The small, d'un point de vue concret, je vais être une sorte de coût. Oui. Que pensez-vous de l'Arabie saoudite et de la poursuite de la guerre? Dans le cas du Yémen, ils s'enferment encore davantage dans cette voie. Au lieu de discuter, au lieu de trouver une solution concrète à ce qui se passe, ils persistent. Pensez-vous que cela vient, d'une manière ou d'une autre, de l'administration Trump? Si l'on part du principe que Donald Trump soutient cela, en quoi est-ce logique? Si le détroit d'Ormuz est fermé et que vous mettez le détroit de Bab el-Mandeb sous une pression énorme, vous doublez la pression sur le marché mondial. Et même si ce n'est pas le cas, supposons que Donald Trump soutienne cela, puisqu'il l'a dit. Axios a rapporté que Donald Trump soutenait tout ce que fait l'Arabie saoudite. Mais la question, c'est de savoir dans quelle mesure les politiques qu'ils mettent en place en Arabie saoudite reposent sur leurs relations avec les États-Unis et dans quelle mesure elles reposent sur ce qui se passe à l'intérieur du pays et sur l'économie du pays. Si je soulève cette question, c'est à cause du nouveau pacte de défense entre l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan, qui est quelque chose de différent. Et la région connaît, d'une certaine manière, de nouvelles évolutions. Nous ne savons pas vraiment quelles en sont les raisons, mais ces nouveautés sont le résultat de ce qui s'est passé jusqu'ici. L'attaque américano-israélienne contre l'Iran, les représailles iraniennes et les répercussions de ces attaques, à savoir la guerre entre, à mon avis, l'Arabie saoudite et le Yémen. Comment voyez-vous cette complexité d'enjeux et d'intérêts dans cette région? Eh bien, le mot complexité avec un grand C, c'est vraiment ce qu'il faut examiner. Et vous avez dit que l'autre mot, c'est logique avec un grand L. Et quand on parle de l'administration Trump, de Trump lui-même, c'est ce que j'appelle une logique de bretzel. Il n'y a aucune logique linéaire là-dedans. Tout est tordu, et ça n'a aucun sens. C'est exactement comme ce dont nous parlions avec le secrétaire Bessant. Bessant veut instrumentaliser encore davantage le dollar américain vis-à-vis de l'Iran. On ne sait pas exactement comment il compte s'y prendre, mais il dit qu'il veut le faire. Or, c'est contre-intuitif par rapport à tous ses objectifs généraux, notamment maintenir les taux d'intérêt bas aux États-Unis. Donc ça n'a aucun sens. C'est contradictoire. Personnellement, je suis certain que l'administration Trump encourage les Saoudiens à attaquer les Houthis. Et d'ailleurs, c'est peut-être une des raisons. Les États-Unis ont essayé de les attaquer et ils n'ont rien obtenu. Ils ont échoué. Souvenez-vous, il y a eu un énorme effort pour éliminer les Houthis. Les États-Unis et Israël s'y sont engagés et ils ont échoué.
Donc vous avez un ennemi de l'Arabie saoudite, Israël. Ils aimeraient que les Saoudiens attaquent les Houthis, et les États-Unis aimeraient probablement aussi qu'il y ait une attaque. Du point de vue des Saoudiens, je pense que c'est pas très prudent, pour être honnête. C'est comme, je crois vous l'avoir dit la dernière fois qu'on s'est parlé, ou peut-être hors antenne. Quand j'étais gamin et que je grandissais à la ferme, je montais dans le fenil, dans la grange, et mon oncle disait toujours « Ne va pas embêter les frelons là-haut, parce que tu vas te faire piquer. » Et c'est la même chose avec les Houthis, selon moi. On ne joue pas avec les Houthis, sinon on risque de se faire piquer. C'est une proposition perdante pour les Saoudiens. Et d'ailleurs, l'Arabie saoudite est très vulnérable. Je veux dire, ce pipeline qui va jusqu'à la mer Rouge, je suis sûr que les Houthis pourraient le détruire. Ou disons-le comme ça, il y a une forte probabilité que ce pipeline soit très vulnérable. Et d'autres installations pétrolières en Arabie saoudite sont vulnérables. Or, c'est le nerf de la guerre pour l'Arabie saoudite. Alors pourquoi vouloir mettre ces installations en danger en s'engageant dans un conflit avec les Houthis? Il suffit de laisser les Houthis tranquilles. Laissez-les tranquilles au Yémen. Je ne comprends pas du tout la logique derrière tout ça. C'est pour ça que je dis que tout est, comme vous le dites, confus. Il est très difficile de savoir qui fait quoi à qui. Et puis il y a autre chose. Qui ment à qui? Vous êtes dans une région où, quoi qu'il arrive, il faut intégrer ce que j'appelle un facteur mensonge. Et souvenez-vous d'où vient ce facteur mensonge. À l'époque de l'Union soviétique, quand vous regardiez les statistiques soviétiques, vous deviez appliquer un facteur mensonge pour ajuster le chiffre officiel à ce que vous pensiez être réaliste. Donc tout cela, nous sommes en guerre maintenant, en plus, soit dit en passant. C'est donc un problème général dans cette partie du monde, ce facteur mensonge. Mais en temps de guerre, il devient un facteur très important. Je suppose que, dans le cas de... Je suis sûr que vous avez entendu parler de l'Abraham Lincoln et de ce qui s'est passé avec ce porte-avions. Il y a eu un problème d'approvisionnement alimentaire et ces forces sont restées pendant de nombreux jours sur le porte-avions, sans aucun accès à un port, sans pouvoir se rendre dans les ports. Et le New York Times a rapporté que le problème d'approvisionnement de l'Abraham Lincoln était dû aux frappes iraniennes, qui ont détruit la majeure partie des infrastructures logistiques de la marine américaine à Bahreïn, aux Émirats arabes unis et à Oman. Et c'est la raison pour laquelle ils connaissent ce genre de pénurie et de problèmes. D'un autre côté, ils remplacent le porte-avions par un nouveau. Cela ne veut pas dire qu'ils vont changer la situation avec Bahreïn, les Émirats arabes unis et Oman. Nous savons que ces derniers jours, l'Iran a détruit beaucoup de ses installations dans ces pays. Mais si le blocus se poursuit, quelles sont les possibilités de ce blocus? Est-ce que cela suffit? Ou bien envisage-t-il une sorte de blocus terrestre tout autour de l'Iran? Et dans quelle mesure ce choix serait-il viable s'ils décidaient de le faire? Eh bien, avant de répondre directement à cette question, c'est là qu'il faut prendre en compte le facteur mensonge. Parce que le gouvernement américain dit « Oh, il n'y a pas de problème sur ce porte-avions l'Abraham Lincoln. Il n'y a pas de problème. » Eh bien, c'est évidemment un problème. C'est tout simplement un mensonge. Ils mentent sur tout. C'est une chose que les gens doivent bien se mettre dans la tête, le mensonge et le facteur mensonge. Donc, ils ont clairement un énorme problème. Et, vous savez, il y a environ 5000 militaires sur ce porte-avions. Je veux dire, c'est comme une petite ville dans un espace très confiné. Et il signale que, vous savez, les sanitaires ne fonctionnent pas correctement
qu'il y a des contaminations alimentaires et toutes sortes de problèmes. Et comme vous le soulignez, si vous ne pouvez pas faire escale facilement dans un port, vous avez un problème. Cela nous ramène donc à votre question, la viabilité dans la durée. Que se passerait-il si les Iraniens et les Houthis mettaient hors service un grand nombre d'installations portuaires, rendant le ravitaillement et tout le reste beaucoup plus difficile sur le plan logistique? Cela remet donc tout en question. Et puis, il y a l'autre aspect. Qu'en est-il de la contre-attaque? Parce que regardons la Russie un instant. Les Ukrainiens harcèlent et frappent assez durement la flotte fantôme russe. Nous le savons parce que les médias occidentaux rapportent chaque petite chose que les Ukrainiens font aux Russes. Tout ce que les Russes font aux Ukrainiens, eh bien, c'est rapporté de façon sélective. Disons les choses ainsi. Donc, il y a une énorme manipulation dans le traitement de l'information. Mais l'ordre a maintenant été donné. Les Russes vont capturer des navires occidentaux. Voilà donc la contre-attaque. Alors, dans le cas iranien, quelle est la contre-attaque? On part du principe que vous allez mettre en place un blocus, le resserrer ou quelque chose comme ça, et que les Iraniens et leurs alliés ne feront rien, qui resteront là sans rien faire. C'est stupide. Ils contre-attaqueront. Et ils ont montré, lors des événements récents de ces derniers mois, qu'ils étaient plutôt efficaces en contre-attaque. Les résultats de leur contre-attaque n'ont pas vraiment été rapportés dans la presse occidentale. Mais si vous lisez attentivement, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que les bases militaires que les États-Unis ont dans cette région ont subi des dégâts considérables. Donc la réponse, c'est qu'on ne sait pas exactement dans quelle mesure cela serait viable à long terme. Mais si je devais donner un conseil, spontanément, je dirais qu'il y a beaucoup de risques que ça ne marche pas et que ce ne soit pas viable. Et cela pourrait même nous mettre dans une situation pire que celle où nous sommes aujourd'hui. Parce que, soit dit en passant, chacune de ces opérations militaires menées par les États-Unis contre l'Iran a laissé la situation pire après l'escalade qu'avant. Et voilà pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? L'Iran formule toutes sortes d'exigences aux États-Unis. Avant les escalades, c'était l'inverse. Les États-Unis exigeaient ceci, exigeaient cela, exigeaient ceci, exigeaient cela. Maintenant, le principal sujet dont ils avaient commencé à parler, c'était l'enrichissement nucléaire. Ce n'est même plus à l'ordre du jour. Les Iraniens ont toutes sortes de revendications. Rendez-nous les 300 milliards de dollars qu'il nous a volés, et ensuite on discutera avec vous. Donc, d'un point de vue économique, c'est très intéressant pour moi, parce que maintenant, clairement, les Iraniens ont l'avantage. Et ils posent toutes sortes d'exigences économiques, comme condition préalable à toute action, comme condition préalable, en gros, simplement pour venir à la table des négociations. C'est très intelligent du point de vue iranien. Qui irait à une table de négociation en pensant qu'en pleine négociation, on risque d'être bombardé? C'est arrivé 2 fois aux Iraniens, et ils ont fini par retenir la leçon. Du point de vue iranien, je n'irai jamais négocier avec l'administration Trump tant que toutes sortes de conditions préalables n'auraient pas été remplies. Et ils ont indiqué que, bon, ils ne sont pas pressés. Peut-être qu'ils vont simplement attendre la fin du mandat de Trump, puis l'arrivée du prochain président, avant de décider ce qu'ils vont faire. Mais au fait, c'est une question de confiance. Si vous perdez confiance en quelqu'un, négocier ne sert à rien. Si vous et moi négocions quelque chose, Nima, et que vous ne me faites pas confiance, pourquoi perdriez-vous votre temps à me parler? Ou alors, si vous ne me faisiez pas confiance, il faudrait négocier sous certaines conditions préalables. Il faudrait une garantie. Si les négociations échouaient,
vous toucheriez une sorte de prime ou quelque chose comme ça, vous voyez.